J'avais envie que mon énergie elle puisse être mise de manière assez directe sur l'impact business de ce que je faisais. Et puis j'avais envie aussi de pouvoir un peu tester, de faire les choses à ma manière, d'avoir un peu plus d'impact opérationnel sur mon périmètre. C'est curieux cette méfiance autour de l'investissement financier. Alors qu'investir est tout simplement incontournable pour construire le monde de demain, quelle que soit la manière dont on l'imagine. Et vous savez quoi ? Prendre conscience de cette réalité, c'est déjà apporter une première pierre à son édifice. Bonjour, je suis Aurore Perrin et mon objectif avec Just Focus, c'est de mettre en lumière le pont entre des investisseurs qui ont des idées, des projets, des convictions et leurs investissements qui sont un moyen de créer un futur qui leur ressemble. En proposant un nouveau rapport à l'argent, aussi exigeant sur sa performance que sur son sens, Just Focus est une invitation à passer à l'action. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode et j'ai le plaisir de vous présenter mon invitée du jour, Déborah Berger. Avec elle, nous allons aborder un nouveau sujet que je trouve particulièrement intéressant et que nous n'avons jamais traité dans Just Focus, c'est celui de la reprise d'une PME avec un fonds de MBI. Je ne rentre pas dans le détail car Déborah le fera bien mieux que moi. Déborah, je suis vraiment ravie de t'accueillir sur Just Focus. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ? Merci beaucoup Aurore, je suis ravie d'être parmi vous également. Écoute, donc moi, Déborah, je dirige le groupe Bonum, qui est un groupe que j'ai créé dans le cadre d'une reprise d'entreprise, donc on va en parler plus en détail par la suite. Et c'est un groupe de communication et marketing dédié au sujet d'engagement et d'impact. On travaille à la fois pour des acteurs de l'engagement, donc des associations, des ONG, des acteurs publics, mais également pour des entreprises engagées sur des sujets de communication RSE. Tu disais que c'était une reprise. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait avant Bonum et qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre finalement ce groupe ? Oui, alors j'ai démarré très très loin du monde de la PME et de la reprise. Je suis ingénieure de formation et j'ai démarré ma carrière dans la fonction publique, donc le plus loin possible de l'entrepreneuriat. J'ai fait quelques années au ministère des Finances, dans la supervision financière, et puis j'ai fait un passage en cabinet ministériel chez Xavier Bertrand quand il était ministre du Travail et de la Santé. Suite à ça, j'ai rejoint le monde privé où j'ai été directrice de cabinet de l'ancien président de SCOR, le réassureur. Et puis j'étais en charge des projets digitaux. Et puis j'ai rejoint une belle aventure qui était l'aventure Chargeur, où j'ai rejoint le comité de direction en charge des sujets RSE sur toutes les filières textiles du groupe pendant quelques années avant de me lancer dans l'aventure de la reprise. Ok, donc tu rejoins finalement les sujets RSE assez tard dans ton parcours. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ces thématiques ? Plusieurs choses. Déjà, quand j'étais chez SCOR, je travaillais aussi, j'avais une casquette affaires publiques et donc je travaillais aussi sur des sujets notamment d'impact environnemental et c'était au moment de la COP 21 à Paris et on avait travaillé sur toute la décarbonation du portefeuille d'actifs de SCOR. Donc j'avais coordonné certaines annonces et donc j'avais commencé à m'intéresser aux sujets environnementaux à cette époque-là. Et donc quand on m'a proposé de rejoindre le groupe Chargeur, qui est un groupe industriel sur des sujets RSE, ça faisait beaucoup de sens pour moi et j'avais envie d'aller vers plus de sujets à impact. Et j'ai découvert la complexité de la traçabilité dans les filières textiles, l'impact environnemental des activités, puisque la filière textile, c'est une des filières qui a le plus d'impact en termes environnementaux. Et ces sujets m'ont passionnée parce qu'à la fois, ils faisaient du sens, ils avaient un impact positif sur notre environnement, et puis ils sont passionnants et complexes. Donc, je suis un peu tombée dedans par hasard à la base, mais j'ai pu voulu en ressortir. Ok, et ça explique, j'imagine, ton choix de pivoter, dont j'aimerais bien que tu nous parles aussi. Donc, tu es quand même sur un poste qui fait beaucoup de sens à l'époque, et pourtant, tu te poses la question de changer de voie, et pas des moindres, parce que c'était un vrai changement de vie aussi qu'il y avait derrière qui se jouait. Ouais, est-ce que tu peux nous en parler absolument. un peu plus ? Alors, je pense que le driver principal du pivot, il n'était pas tant sur le sens, mais il était plus sur la dimension entrepreneuriale. À l'époque, j'étais cadre dans un grand groupe, alors certes avec des missions qui avaient du sens et qui me plaisaient, mais j'étais pas entrepreneur. J'étais un peu intrapreneur, puisque j'ai monté des projets en interne au sein du groupe Chargeur, mais j'avais vraiment envie d'aller un cran plus loin, et je pense que si je suis tout à fait honnête, je l'ai toujours su au fond de moi que j'avais envie de quelque chose d'entrepreneurial. Donc mon driver principal, ça a été d'aller vers quelque chose où j'allais être encore plus acteur et où j'allais avoir un peu
peu mon périmètre sur lequel je puisse avoir de l'impact et jouer. La reprise, ça m'est venu assez naturellement pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai jamais trop eu l'âme du start-upper. Le 0 to 1, partir d'une feuille blanche dans son garage avec l'idée du siècle, c'est pas moi. Enfin, voilà, je pense que ça nécessite des qualités que je n'ai pas, qui sont des qualités vraiment d'imagination, de conviction, de créativité de zéro, qui sont moins mes points forts. En revanche, ce que je savais bien faire et ce que j'ai fait dans ma carrière avant la reprise, c'était de reprendre des équipes ou des départements ou des missions dans finalement des environnements très différents, mais dans lesquels il y avait un enjeu de développement, de croissance, de pivot. Et donc, je me disais que ça ferait du sens pour moi d'aller plutôt sur une reprise plus que sur une création de zéro. Je pense que ce qui a joué aussi, c'est que, alors à ma très humble échelle, parce que je ne vais pas me comparer à mes modèles, mais quand j'étais chez Score, Denis Kessler, l'ancien président, était un repreneur, puisqu'en fait, il a repris Score quasiment au bord de la faillite suite aux attentats du World Trade Center, et il a remonté l'entreprise. Et chez Chargeur, Michael Fribourg, le président, était également un repreneur. Et donc, finalement, j'avais eu ces modèles autour de moi qui m'avaient déjà un petit peu montré que la reprise et la transmission, c'était possible. Et je trouvais assez beau l'idée de prendre la suite de quelqu'un et d'écrire la suite d'une histoire. Ça aurait été mon rêve d'avoir des parents qui me transmettent une entreprise. Moi, mes parents sont enseignants et profs, donc c'était pas trop le cas. Mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très beau dans les histoires familiales qui s'écrivent à plusieurs générations et les sociétés avec des savoir-faire qui se transmettent. Et donc, m'inscrire dans une histoire comme ça qui avait déjà un passé et prendre la suite de quelqu'un qui avait déjà mis des premières briques à l'édifice, ça me parlait, en fait. Voilà. Ok. Je trouve ça intéressant ce que tu dis par rapport à ton attrait pour l'entrepreneuriat, mais pas forcément au sens de ce que ça a de créatif. Pas non plus forcément pour le sens, puisque tu l'avais déjà, c'est plutôt pour l'autonomie, j'imagine, la liberté aussi d'agir et puis d'emmener un groupe là où tu as envie de l'emmener. C'est plutôt ça que tu venais chercher. C'est exactement ça. Et aussi avoir une certaine forme d'agilité et d'impact. Les grands groupes, ça a plein de points positifs et d'avantages, mais ça a aussi un inconvénient qui est que c'est souvent assez politique et que pour avoir de l'impact et pour voir les effets de tes actions, il faut souvent beaucoup de temps et beaucoup de différents organes de décision. J'étais un peu lassée de ça. J'avais envie que mon énergie, elle puisse être mise de manière assez directe sur l'impact business de ce que je faisais. Et puis, j'avais envie aussi de pouvoir un peu tester, de faire les choses à ma manière, d'avoir un peu plus d'impact opérationnel sur mon périmètre. Ça suscite deux questions chez moi. La première, c'est est-ce qu'aujourd'hui, finalement, dans ce que tu fais, tu retrouves, parce que tu rêvais cette chose-là, mais est-ce que finalement, le quotidien de ce que tu vis correspond à cette envie-là? Et la deuxième chose, c'est comment est-ce que tu as aussi trouvé des moyens pour faire en sorte que tes cadres dirigeants à toi, aujourd'hui, ils puissent s'épanouir et pas avoir l'impression d'être dans un grand groupe immobile et qui manque de flexibilité? Ouais, c'est une super bonne question que tu poses. Et d'ailleurs, on est en début d'année, donc comme tous les débuts d'année, on fait tous un petit peu d'introspection et de réflexion sur où on en est. Donc là, moi, ça fait pile 3 ans que j'ai créé Bonum. Et quand je regarde en arrière et que je repense à moi il y a 5 ans qui était cadre dans un grand groupe et à ma vie aujourd'hui, je suis tellement heureuse d'être là où je suis aujourd'hui. En fait, ce qui me plaît beaucoup, c'est d'avoir beaucoup d'agilité. Et en fait, le monde des PME, c'est un monde qui est assez agile, assez peu politique et où tu es directement dans le business. Et ce qui me plaît, c'est quand je prends une décision ou quand je décide d'une orientation, j'en vois les effets quasi immédiatement avec relativement peu de politique interne. Et c'est quelque chose que je trouve extrêmement appréciable. La question que tu poses sur comment on fait en sorte que les équipes autour de nous se sentent aussi entrepreneurs et pas justement enfermées un peu par un côté salarié, c'est une préoccupation permanente que j'ai. Et j'ai la chance d'avoir en fait au sein de Bonum plusieurs entités juridiques et les patrons d'entités juridiques sont vraiment des entrepreneurs également, parce que déjà il y a une dimension, on en reparlera peut-être, mais une dimension actionnariale. Ils sont actionnaires à la fois du groupe mais aussi de leur entité juridique, ce qui permet de les avoir vraiment alignés aux 2 niveaux. Et puis ils ont un mindset tous très entrepreneurial et ils se comportent comme s'ils étaient les patrons de leur propre entité. Et c'est une préoccupation permanente pour moi de conserver ça, de surtout pas passer en mode fonctionnaire, si
je puis dire, que tout le monde se sente investi. Et après, ça ruisselle aussi à tous les échelons de l'entreprise. Comme on reste une petite société et avec quand même une taille relativement familiale, ça permet de laisser à chacun quand même pas mal d'autonomie. Moi, je suis extrêmement vigilante à ça, de ne pas se retrouver dans des process ou des cadres qui asphyxient les gens et qui permettent plus de se sentir un peu libre aussi d'entreprendre au sein de la structure. On est rentré directement dans le vif du sujet et je t'ai même pas fait présenter l'activité du groupe Bonum. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus entre le moment où tu cherches une entreprise à reprendre, tu identifies que c'est plutôt une PME que tu as envie de rejoindre. Quelle PME tu as choisi ? Comment tu l'as choisie ? Ouais, alors moi, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, donc je savais que je voulais reprendre, mais je suis vraiment partie de chez Chargeur avec une feuille de route qui était reprendre une PME. Une ligne, une page blanche, et je n'avais aucune idée de comment j'allais m'y prendre. C'était un peu fou d'ailleurs, mais donc j'ai commencé par me former. Je me suis formée au CRA, qui est une association, l'association des cédants et repreneurs d'affaires, qui est un peu l'association référente de la reprise en France, qui m'a permis de un peu mieux comprendre l'univers et puis les tenants et aboutissants de la reprise. Et j'ai compris que j'avais 2 voies possibles. Soit je reprenais moi en actionnaire majoritaire une entreprise, mais j'avais très peu de capital, et donc j'allais forcément reprendre une société toute petite. Et ça revenait d'une certaine manière un peu à l'entrepreneuriat from scratch quasiment. Ouais, c'est ça. Je me retrouvais avec le 0 to 1 pour lequel je ne suis pas la plus, je pense, la mieux placée. Et l'autre option, c'était de pouvoir reprendre une structure un petit peu plus grande. Mais pour ça, j'avais besoin de financement. J'étais incapable de financer cette opération seule. Donc, assez spontanément, j'ai commencé à me tourner vers des fonds. Il y avait deux branches. C'est soit le Search Fund, qui est un modèle qui nous vient plutôt des États-Unis et où, en fait, tu précommites des investissements de plusieurs investisseurs et tu leur donnes un peu la feuille de route de ce que tu cherches à reprendre, et une fois que tu reprends, ces investisseurs t'accompagnent dans le projet, ou le modèle un fonds majoritaire et d'être manager d'une de leurs participations. Moi, le modèle Search Fund, je l'avais un peu étudié, mais là aussi, j'avais quelques réticences parce que c'est à toi de faire le sourcing. Or, dans la reprise, ce qui est le plus difficile, c'est le sourcing. C'est d'aller trouver les cédants et les entreprises qui matchent avec ton projet. On m'avait expliqué au CRA comment le faire. Enfin, tu as des techniques. Il faut partir des bases Diane des entreprises, les filtrer, les screener, contacter tous les dirigeants par tous les moyens possibles et imaginables pendant des semaines jusqu'à ce qu'il y en ait un qui te réponde. Ça marche. Hein, j'ai des amis qui l'ont fait, ça marche. Mais moi, je ne me sentais pas vraiment capable de faire cette étape-là. Donc, je me suis plus spontanément orientée vers les fonds en me disant, au moins les fonds, ils ont accès déjà à un deal flow, ils ont un sourcing, donc ce sera plus facile. La difficulté, ça a été de trouver les bons fonds. Au début, j'ai rencontré des fonds plutôt small cap, mais qui faisaient assez peu de MBI. Et donc, ils me rencontraient tous poliment et ils me disaient, ah bah, c'est chouette votre parcours, mais je voyais bien que si j'arrivais pas avec un dossier, en fait, j'avais très peu de chances que ça aboutisse. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer Trajan, qui était mon ancien actionnaire majoritaire et le fonds avec lequel j'ai fait la reprise d'Adfinitas, qui est à la genèse de Bonum. Et Trajan, je les ai connus par un ami à moi qui venait de reprendre une boîte avec eux quelques années auparavant. Et donc, j'ai fait leur connaissance. Et ensuite, je suis rentrée dans leur pool de repreneurs. Et c'est là qu'on a commencé à regarder des dossiers ensemble. Donc, c'est comme ça que le dossier Adfinitas est arrivé. Et donc, Adfinitas, à l'origine, c'était une agence de marketing relationnel dédiée au secteur associatif et non-profit qui est spécialisée dans l'utilisation du marketing direct à des fins de collecte de dons pour les associations et les ONG. Et c'était à l'époque un groupe franco-allemand avec, dans les 2 pays, en France et en Allemagne, une agence de marketing et un call center dédié au fundraising non-profit. Et quand le dossier est arrivé chez Trajan, c'était un dossier intermédiaire, les fondateurs d'Adfinitas cherchaient à passer la main. C'était quoi le profil des fondateurs Alors, un couple. L'actionnaire majoritaire était un homme d'affaires néerlandais qui, lui, avait monté une entreprise dans les CRM et qui, progressivement, avait monté à Adfinitas, notamment à la demande de certains de ses clients associatifs. Et son épouse qui, elle, vient du monde de la vente par correspondance et du marketing direct. Et elle était actionnaire minoritaire, directrice opérationnelle. Et lui, il était non opérationnel. Mmh. Et donc, c'était ce couple qui cherchait, eux, à céder le groupe Adfinitas. Et il n'y avait pas de successeur naturel en interne au sein de l'entreprise. Et ils ne voulaient pas céder à un grand acteur de la com traditionnelle parce qu'on était quand même sur un métier très particulier,
avec une clientèle très particulière, puisque ce ne sont que des associations. Et donc, il fallait aussi pouvoir être sûr d'être garant de la préservation de la culture et des équipes. Et donc, ils sont partis plutôt sur l'idée de transmettre à une personne physique. Mais évidemment, il leur fallait une personne physique qui ait aussi le capital pour reprendre. Et c'est là où, quand on est arrivé, Trajan et moi, avec cette proposition en binôme, Trajan pour à la fois le financement, la structuration de l'opération, et moi pour reprendre la direction opérationnelle de l'entreprise, ça leur a plu parce qu'ils y ont vu une manière de pérenniser et d'aider l'entreprise à se développer tout en restant assez fidèles aux valeurs initiales qu'ils avaient mises en place 20 ans auparavant, puisque l'entreprise avait 20 ans quand je l'ai reprise. Toi, tu venais pas du marketing direct. Tu venais, donc tu avais un volet RSE qui pouvait légitimer le fait que tu t'intéresses au secteur associatif, mais c'est pas si évident que ça. Trajan, donc avec sa casquette fond, devait être plus rodé à défendre des dossiers face à des cédants. Tu saurais me dire, je ne sais pas qui était en face de vous pour reprendre, mais je serais curieuse de savoir, qu'est-ce que vous avez mis en place ensemble pour réussir à les convaincre, et puis peut-être, mais en miroir, c'est quoi aujourd'hui les pain points pour ce type de profil, des cédantes PME, pourquoi est-ce qu'ils se tournent vers des gens comme vous, et c'est quoi les enjeux aussi qu'il y a derrière ces opérations-là, en règle générale? Totalement. En fait, c'est drôle parce que à tel point que quand le dossier est arrivé chez Trajan et qu'un des fondateurs de Trajan est venu vers moi, il m'a dit « Déborah, on a pensé à toi pour ce dossier ». Au démarrage, je l'ai regardé, je lui ai dit « Écoute, je connais rien au marketing, je connais rien au secteur associatif. Je trouve ça passionnant et cette boîte a l'air extra, mais t'es sûre que je suis la bonne personne ?» Et il m'a dit « Ouais, nous, on pense que t'es la bonne personne ». Et c'est là où je trouve qu'ils sont très forts, c'est qu'en fait, ils s'attachent pas forcément à des compétences sectorielles très marquées. Alors, ça dépend un peu des secteurs. Sur des secteurs un peu plus industriels ou avec des savoir-faire un petit peu plus techniques, ça peut être le cas. Mais là, en l'occurrence, moi, j'étais passée par le secteur public, l'industrie de l'assurance, l'industrie textile. J'avais juste rien à voir avec le marketing. Mais ils ont vu au-delà de ça et ils sont assez convaincus que sur des PME d'une taille quand même relativement modeste, dès lors que tout le management intermédiaire et l'expertise restent au sein de l'entreprise, le dirigeant, il n'est pas obligé d'être un expert sectoriel. Et je pense que c'est là la force de leur modèle, c'est qu'ils choisissent plutôt des repreneurs qui ont une ambition, une envie de développer une vision un peu managériale, et ensuite ils se disent que ces repreneurs, ils vont se former au métier. Ça a été le pari qu'ils ont fait avec moi. C'était un vrai pari, et je reconnais qu'ils ont, franchement, c'est chouette qu'ils l'aient fait parce que c'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui. Mais du coup, eux se sont dit que j'avais une certaine légitimité pour ce secteur. Et quand j'ai rencontré les fondateurs la première fois, je me suis présentée et ils étaient très neutres dans la première rencontre. Et je suis sortie du rendez-vous et je me suis dit, ils ont dû me trouver mais complètement ridicule parce que je connais absolument pas leur secteur. Et en fait, ils ont fait un feedback à la banque d'affaires qui intermédiait le dossier en disant « Ah oui, on a trouvé Déborah super ». Je pense que ce qu'ils sont allés chercher, eux, c'était pas de l'expertise sectorielle parce qu'ils n'étaient pas inquiets de l'expertise sectorielle parce qu'ils savaient qu'elle restait dans l'entreprise. Ce qu'ils sont allés chercher, c'est plus des valeurs et une vision. Et pour le coup, en termes de valeurs, on matchait hyper bien. Moi, j'avais déjà cette sensibilité au sujet impact. J'avais vraiment la vision de garder le groupe indépendant et de faire vraiment attention à notre clientèle qui est particulière. Et ça leur a plu. Et je pense que c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à matcher. Face à nous, on avait à la fois des acquéreurs industriels du monde de la com et un autre fonds. Je crois également en MBI avec une manageuse. Et je crois que ce qui vraiment nous a permis de gagner, c'est le fit en termes de culture et de valeur. Et alors, du coup, ma deuxième partie, aujourd'hui, c'est un vrai enjeu de préserver ce tissu de PME. Est-ce qu'il y a des sujets spécifiques auxquels Trajan, et donc toi, dans ton cas aussi, vous pouviez apporter une réponse particulière? Oui, c'est vraiment une des choses sur lesquelles j'aimerais contribuer. Je trouve qu'on a un tissu de PME extraordinaire en France qui fait le gros de notre dynamisme économique. Et finalement, quand tu es en école, moi j'étais en école d'ingénieur, mais je pense que c'est un peu pareil en école de commerce, on te parle beaucoup des startups, on te parle beaucoup des grands groupes, on te parle du monde du conseil, de la finance, on te parle très peu de la PME. Et c'est dommage parce qu'en fait, le monde des PME, il est passionnant et il y a beaucoup de choses à y faire. Et là, dans les années qui viennent, il y a beaucoup de dirigeants fondateurs qui vont atteindre des classes d'âge autour de 60 ans et qui vont donc être dans une démarche de transmission. Et il y a besoin de repreneurs dans les années qui viennent. Donc ça a été aussi l'intelligence de Trajan, de se positionner sur ce modèle
modèle-là et de faire du MBI leur spécificité, la transmission et le MBI. Et je pense que c'est un positionnement très intelligent et utile à la société parce qu'on a besoin de pérenniser ces PME. Et en fait, une PME dont le dirigeant fondateur souhaite à la fois sortir capitalistiquement et opérationnellement, elle a quoi comme option ? Soit elle se vend à un grand groupe, mais elle perd son indépendance, soit elle se vend en général aux concurrents, mais c'est un peu dur d'aller te vendre aux concurrents contre qui tu as bataillé pendant 30 ans, soit, faute de repreneur, elle finit par disparaître. Et c'est dommage. Donc je pense qu'il y a vraiment tout un tissu à reprendre. Et quand on regarde les stats, c'est aussi le monde des PME qui est le plus créateur d'emplois et créateur sur du long terme de croissance. Donc il y a vraiment quelque chose à faire. Et moi, je suis très heureuse de m'inscrire dans ce processus-là. Et je pense qu'effectivement, ce que fait Trajan a beaucoup de sens. Ça arrive assez souvent qu'on ait des investisseurs, notamment qui ont déjà peut-être eu une première expérience entrepreneuriale ou des postes à responsabilité avec Sapiens, qui se posent la question de la reprise. Il y a évidemment plein de questions qui vont derrière, on a adressé une partie. Un des points qu'on n'a pas adressé, c'est comment est-ce que toi aussi, tu arrives comme dirigeante, tu fais pour conquérir ta légitimité, notamment dans ce cadre de PME, où en fait c'est souvent quand même des entreprises qui peuvent être très incarnées par leurs fondateurs, qui ont passé, comme tu disais, 20, 25 ans, qui ont fondé l'entreprise. Comment tu arrives à mettre ta patte, à sortir de légitimité et à t'installer comme nouvelle dirigeante ? Ça, c'est vraiment la question. Et là-dessus, je dois dire que Trajan m'avait aussi très bien préparée. Je pense que la qualité numéro 1 qu'il faut avoir pour cette transmission, c'est l'humilité. Tu arrives, alors en plus moi j'avais la chance d'arriver dans une entreprise qui se porte bien, qui est en pleine croissance, qui va bien, qui a une super culture, qui a déjà des fondamentaux solides. La première chose à faire, c'est de ne pas casser en fait. On n'en est pas à se dire qu'on va tout révolutionner, c'est déjà de se dire comment je pérennise, comment je m'inscris dans cette transmission et dans le respect de la culture d'entreprise qui est déjà là et à laquelle moi je dois m'adapter et pas l'inverse. Donc j'ai vraiment passé une phase d'observation. J'ai eu la chance aussi que la fondatrice m'a vraiment formée et m'a fait confiance. Et elle m'a laissé les rênes rapidement et elle n'était pas dans une démarche de défiance ou de me dire il faut que tu fasses comme ça parce que moi j'ai fait comme ça. Elle savait que j'avais un style différent du sien et elle m'a fait confiance et elle m'a dit tu vas faire à ta manière, tu feras différent de moi mais ça sera pas moins bien et même peut-être sur certaines choses ça sera différent, ce sera mieux. Et donc, j'ai eu cette confiance. Et après, les équipes et notamment tout le management intermédiaire de la société, j'ai dû leur démontrer que je pouvais leur apporter autre chose. Donc, je ne suis pas venue les challenger sur leur business quotidien parce que ça, ils le connaissaient mieux que moi. Enfin, je n'avais pas de légitimité à venir les embêter sur ce terrain-là. Par contre, je suis venue apporter autre chose en montrant que je pouvais aussi apporter une vision groupe, que je pouvais apporter une vision en termes de développement, de vision long terme. Et puis, on a fait de la croissance externe avec Trajan qui a commencé à asseoir justement ce groupe qui a grandi. Et je pense que c'est comme ça aussi progressivement que j'ai acquis ma légitimité auprès d'eux. Mais on y allait par étapes et j'ai pas cherché à tout de suite imposer ma patte ou imposer des changements. J'étais plus dans une démarche vraiment de consolidation et de transmission. Et je pense que ça, ils l'ont plutôt apprécié. Après, j'ai eu aussi la chance que j'avais des équipes franchement formidables, hyper accueillantes, sympas. Enfin, j'ai eu un peu le cas, le cas idéal. Ouais. Mais c'est super intéressant et important ce que tu dis parce qu'effectivement, la confiance que témoignent les cédants et peut-être aussi leur degré de maturité par rapport à la gestion de leur propre entreprise et l'état d'esprit dans lequel ils le font et leur capacité du coup à ne pas savonner la planche à celui qui arrive derrière est ultra importante en fait dans ce cas de figure. Et c'est la clé de tout et en fait je pense que les transmissions qui réussissent pas, c'est parce que le cédant n'arrive pas à lâcher en fait. Il n'arrive pas à lâcher, il n'arrive pas à laisser sa place à son successeur et je pense que c'est le gros des transmissions ratées. Après, la force aussi du modèle Trajan et le fait que Trajan était vraiment expert de la transmission, c'est qu'ils avaient eux en tête qu'il fallait que cette transmission elle se passe quand même vite. Et donc, on avait d'ores et déjà mis en place un planning, entre guillemets, de transmission dès le closing. Et moi, j'avais les rênes opérationnelles dès le jour du closing. C'est-à-dire qu'en termes de pouvoir, de signature, etc., j'avais tout au closing. Et ça, c'est important parce que symboliquement, ça traduit le fait que dès le premier jour, on est déjà dans une démarche de transmission. Et en fait, j'ai vu trop de cas autour de moi, notamment d'amis qui ont essayé de reprendre, mais en direct, avec des fondateurs qui leur ont dit « Viens comme salarié, je vais te transmettre les rênes, tu vas voir, tu vas prendre la direction, etc. » Et puis 5 ans plus tard, il se passe toujours rien et ils sont toujours à attendre. Et en fait, le fait d'avoir... Je pense que je ne serais pas rentrée dans l'aventure sans être avec Trajan. C'était aussi le fait de savoir que j'avais un fonds qui prenait le contrôle et que je devenais, moi, la dirigeante opérationnelle au premier jour de l'aventure qui m'a rassurée.
Ouais, et ça fait un tiers, en fait, le foncier hyper... Exactement. Et un tiers institutionnel. Enfin, c'est plus une histoire d'homme à homme, d'homme à femme. Exactement. Tu sors un peu... T'as une caution, en fait, exactement. extérieure, et tu peux pas la jouer, moins l'embrouiller, quoi. Exactement. C'est-à-dire le cédant peut pas dire au bout de 3 mois, en fait, j'ai changé d'avis, je cède plus, quoi. C'est pas possible. Donc, du coup, ça me protégeait de ça aussi, et ça a créé un écosystème qui était propice. Mais bon, j'ai aussi eu la chance que la fondatrice, elle a vraiment hyper bien joué le jeu. Ouais, ok. Tu l'as effleuré, ces enjeux de croissance, parce que vous avez une croissance qui est absolument fulgurante. Est-ce que tu peux simplement nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans les 2-3 premières années de la reprise de Adfinitas ? En fait, quand j'ai repris Adfinitas, on a créé Bonum, qui était la holding d'acquisition, mais qui avait vocation à devenir le nom du groupe, avec cette vision dès l'origine qu'au-delà du métier de la collecte de dons non-profit, on allait adjoindre d'autres métiers dans la communication et le marketing à impact. Moi, je trouvais en fait qu'il y avait peu de plateformes des métiers de la com et du marketing à impact et à engagement. Et donc, ça a été un peu ma vision initiale sur laquelle j'ai eu la chance que Trajan me soutienne dès le début. Donc, on avait dans notre feuille de route de faire évidemment de la croissance organique, de développer à la fois plus de clients, plus d'offres, etc., mais aussi de faire de la croissance externe. Et ce qui a expliqué aussi la croissance rapide sur les 3 premières années, c'est qu'on a eu une très belle croissance organique, mais qui était en ligne avec la croissance organique passée, qui est vraiment le fait des équipes opérationnelles qui étaient déjà sur leur lancée, et une croissance externe qui a été un peu plus vite que ce qu'on avait anticipé. Et je pense que là où on avait un vrai discours différenciant aussi vis-à-vis des patrons d'agences qui peuvent chercher à s'adosser à un moment de leur vie, c'est que Bonum, ça leur permet à la fois de rejoindre un acteur qui a le même objectif et la même culture, tout en s'adossant à un groupe. Et en fait, quand tu es patron d'une petite agence à impact, que tu as passé 20 ans à expliquer à tes équipes pourquoi tu voulais faire les choses différemment, tu n'as pas forcément envie de rejoindre un grand groupe de com traditionnel ou un grand acteur industriel. Tu as plutôt envie de rejoindre un acteur qui partage un peu tes valeurs et ta vision, tout en ayant quand même besoin de t'adosser, puisqu'à un moment, le dirigeant, s'il n'a pas de successeur naturel en interne, il faut bien qu'il cède. Et ce discours qu'on a pu tester assez vite, puisque j'ai eu la chance du coup d'aller me confronter assez vite à des directeurs d'agences pour leur proposer de nous rejoindre, et il a fait mouche assez tôt. Donc quand j'ai senti qu'il y avait ce répondant de la part du marché, j'ai été assez confiante dans notre capacité à aller faire du build-up, et c'est ce qui s'est matérialisé parce qu'on a eu la chance de faire 2 belles opérations en 2023 qui nous ont permis ensuite du coup d'aller un petit peu plus vite que ce qu'on avait prévu pour le premier tour. Voilà, Just Focus est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Sapiens, premier family office digital qui a rendu possible sa réalisation. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, il existe plusieurs manières de le faire. Parlez-en autour de vous et partagez-le largement sur les réseaux sociaux. Pensez à mettre un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dans le prochain épisode, nous serons avec Souleymane Jangaladima, cofondateur de Sapiens, un family office augmenté qui accompagne Just Focus depuis le tout début. Il viendra en tant qu'expert parler avec Déborah de finance en s'intéressant tout particulièrement au montage financier activé dans le cadre de la reprise du groupe Bonum et de l'impact de ces montages et de ces transactions capitalistiques sur son patrimoine perso et pro.